est-ce que ça l'est pas, est-ce que justement créer des vidéos avec l'IA de manière un peu bidon, est-ce que ça suffit en fait à faire plaisir aux fans? Et je trouve que c'est hyper intéressant là-dedans, même si c'est pas toujours bien fait, hein, parce qu'il y a des, c'est pareil, sans dévoiler l'intrigue, il y a des séquences en IA qui sont, en fait c'est un peu une IA imaginée par un vieux daron réalisateur qui connaît rien, qui se dit bon, ça doit être à peu près comme ça, donc je vais essayer de le bricoler de cette manière. Il y aurait eu moyen de faire des trucs beaucoup plus sympas, beaucoup plus intéressants, notamment. Pareil, il convoque d'autres personnages en fait par le biais de vidéos, et il y aurait eu moyen de créer des trucs beaucoup plus, beaucoup plus réussis, qui font beaucoup plus mal en fait à Sydney ou qui suscitent beaucoup plus d'émotions auprès de Sydney. Et là, c'est plus bon voilà, on balance des personnages random et puis on leur fait dire deux trois trucs et puis ça ira bien quoi. Et ça, c'est dommage. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin en fait avec l'IA pour justement créer de la confusion auprès de Sydney. Et ils ont pas été assez loin là-dedans quoi. C'est dommage là-dessus. Mais en tous les cas, l'idée de base, je trouve, est suffisamment réussie. Et pareil, il y a le côté fan, comme je le disais, jusqu'à l'excès, qui à mon sens est intéressant. Et là, je vais parler un peu des tueurs. Alors pareil, je vais pas dévoiler qui ils sont, mais on est là-dessus, c'est-à-dire sur ce côté, on aime quelqu'un, mais on est l'inverse des tueurs d'habitude. Les tueurs de d'habitude, c'est forcément quelqu'un relié en fait à Sydney. Et là, en fait, c'est le contre-pied. En fait, sont des personnes, voilà, qu'on voit très peu, qui n'ont pas vraiment de lien avec elles, même si un des tueurs a un lien. Mais pour moi, c'est intéressant d'avoir pris ce contre-pied et de dire bah non, finalement, ce sera pas quelqu'un qu'elle connaît super bien, mais ce sera plutôt des nobody qui eux vont créer en fait leur délire autour de ciné. Et ça, je trouve que c'est intéressant finalement parce que si on avait, comme je le disais, si on avait créé encore quelqu'un de très proche, soit quelqu'un qui ressort de je ne sais où, un des personnages d'un Scream précédent, ou soit quelqu'un de la famille ou ami, ça aurait été décevant forcément. Donc là, le fait de dire bon, on va assumer le fait que on va contrer toutes les attentes et tout ce qui s'est dit dans les autres scrims, je trouve que c'est une bonne idée. Alors ça veut pas dire, comme je l'ai dit, qu'il faut que tous les scrims maintenant soient comme ça, mais je trouve que l'idée est vraiment sympa pour le coup. Pour un seul film, de dire maintenant je vais aller là où tu t'y attends pas. Alors pour le reste, c'est vrai qu'il y a quelques moments. Déjà, les tueurs font plus Halloween vendredi 13. C'est vrai que, bah, comme il l'a montré dans Scream 1, Kevin Williamson est très fan de Halloween. Et ça se ressent beaucoup. Il y a beaucoup moins de jeux en fait au téléphone. Parce que comme je le disais, en fait, Stu Maker revient et appelle en visio. Et donc il y a plus ce côté jeu avec en fait soit la victime ou avec Sydney. Par le biais du téléphone, c'est plus des appels classiques qu'on a. Même par moment, c'est vrai que Stu fait un peu. C'est vrai que Matthew Lillard en fait peut-être un peu trop des caisses. Il y a des moments où certains appels sont bien vus. Il joue beaucoup sur l'humour. Et il y a des moments où c'est un peu trop d'humour et du coup on n'y croit pas trop trop. Donc ça là-dessus, je trouve que le dosage est pas forcément très bon. La mise en scène est assez classique, assez attendue. Il y a une sorte de voilà, bah pareil c'est dans la bande annonce où Ghostface en fait investit en fait la maison. Et donc là il n'y a pas de jeu en fait au téléphone, il sort en fait de sa cachette et il attaque directement la famille. Donc il y a un côté là aussi plus classique, plus slasher classique où le mec voilà, il sort son couteau, attaque tout le monde, et il se bat un peu avec tout le monde et ça dure un petit moment. Donc là il y a un côté plus Halloween, plus frontal. Donc ça c'est intéressant à faire une fois comme je le disais, mais il faut pas que ça devienne une sorte de norme. Parce que c'est vrai que ce qui fait la singularité de Scream, c'est forcément le côté, bah voilà, le
cases, vous vous débrouillez avec Ghostface, moi je veux pas enquêter, je veux rien faire, ça me gaffe tout ça, et je trouve que le personnage, il est bien pour ça en fait. Il est bien pour ça parce que ça a toujours été un personnage qui veut qu'on la laisse tranquille, qu'on vient chercher et qui veut pas, qui a du caractère, qui a du charisme, mais qui veut absolument pas rentrer dans ce jeu-là, quoi. Au contraire de Gail qui elle trouve ça super, ça relance une enquête, ça lui donne voilà, de l'intérêt. Et le fait que Sydney dise tout de suite non mais à la limite gardez-le, vous enquêtez si vous voulez, vous l'affrontez, mais moi je veux partir. Je trouvais que ça c'est bien vu. Il y a son mari aussi qui a un rôle assez intéressant, qui a un rôle secondaire mais qui était bien. Sa fille aussi, donc là je trouve qu'en fait les temps de présence de chaque acteur sont plutôt bien vus. Parce que c'est vrai que dans Scream 4, chaque personnage a des moments, mais finalement sans que ça ait de l'importance, donc du coup je trouve qu'aucun personnage ne fonctionne. Là sa fille en fait a suffisamment de temps, et Sydney aussi a suffisamment de temps pour pas qu'on se dise ah bah tiens c'est plus le film de un tel ou un tel. Chacun a son importance en fait dans l'intrigue, même le mari, même s'il est plus secondaire, a son importance dans l'intrigue. Et donc je trouve que ouais ça c'est bien senti. Je sais pas comment va s'articuler le 8, mais du coup le 7 par rapport au personnage, je trouve qu'il n'y a pas un personnage qui est mis sur la touche, à part les jumeaux, mais qui eux, je trouve depuis le 5, ont ce type de rôle là, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais finalement on sait pas trop quoi en faire au bout d'un moment. Donc à voir dans le 8 s'ils ont un rôle plus intéressant. Mais voilà, en tous les cas, je trouve que comme dans le 5, et un peu moins dans le 6, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages que j'ai trouvé assez fades. Là c'est vrai que dans le 7 ça se tient assez bien. Après pour les meurtres, bah oui on est plus sur du meurtre, comme je le disais à la Halloween ou Vendredi 13, c'est-à-dire que un truc de bourrin qui n'hésite pas d'envoyer des giclées de sang et tout ça, sans jeu réel en fait avec la victime. On se dit pas voilà où est-ce qu'il se trouve, il n'y a pas d'appel. Le tueur n'appelle pas la victime, en fait il est vraiment centré que sur Sydney. Donc il n'y a pas ce jeu là en fait de se demander est-ce que la victime va s'en sortir. Et dès que Ghostface apparaît en fait il attaque frontalement, donc il y a pas ce côté même un peu goofy où Ghostface se fait frapper, puis il se relève et puis il poursuit la victime. Généralement ça va assez vite. Donc voilà, il y a pas mal de choses en fait qui diffèrent entre ce Scream là et les autres. Mais je trouve que c'est pas si mal parce que on peut pas refaire en fait Scream 1 et 2. Enfin la première trilogie, on peut pas refaire ce qui a été fait en fait, ça peut pas marcher tout le temps comme ça. Je trouve que le 5 avait bien réussi parce que il convoquait les précédents mais tout en ayant son identité. Et là, c'est toute la complexité en fait des Scream. C'est-à-dire qu'il faut, étant donné que le tueur, les personnages reviennent constamment et qu'il faut créer des intrigues supplémentaires à ce qu'on a déjà vu. C'est pas comme Halloween où finalement, comme je le disais, juste Michael Myers se relève, il va retuer des gens et puis quelqu'un va l'arrêter. Presque, on peut broder autour. Là, c'est vrai qu'il faut toujours trouver des intrigues complètes. Donc voilà, pour moi, c'est un bon film qui vieillit assez bien. Alors avec ses problématiques, hein, comme tous les Screams, de toute manière, c'est pas des films parfaits, mais j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Bon, ma part, et pas du tout le plus mauvais comme beaucoup de gens le disent. Voilà, moi, je pense que j'en ai fait le tour, je pourrais en parler encore, mais je veux parler un peu des autres films aussi derrière. Alors après, il y a The Bride de Maggie Gyllenhaal avec Jessie Buckley et Kristen Bale. Donc Jessie Buckley qui joue dans Hamnet. Alors, je vais le résumer assez rapidement. C'est très sympathique, mais c'est un gros foutoir en fait ce film. Donc on a une sorte de mélange, comme le titre l'indique à la bande, on s'en parle. Donc Kristen Bell joue Frankenstein et Jessie Buckley en fait va jouer la femme du monstre. Et ça va devenir une sorte de Bonnie and Clyde monstrueux. Et en fait l'intérêt de Maggie Gyllenhaal c'est de mettre l'accent surtout sur la femme du monstre qui veut être une femme libérée, qui est en fait une femme qui a été tuée, qui est une ancienne prostituée si je dis pas de bêtises. J'espère que je vais pas dire une bêtise. Enfin, elle a été assassinée en fait par des hommes, voilà, qui sont
j'ai quand même bien marché, hein. C'est vrai que le film c'est un feel good movie quoi. C'est vraiment voilà, Ryan Gosling joue un personnage un peu gauche de scientifique qui normalement n'est pas n'a pas les compétences pour aller dans l'espace, mais finalement il se passe un événement qui l'oblige en fait à à faire partie de l'expédition. Et donc du coup le personnage est assez sympathique, enfin ça fonctionne bien, son personnage et son amitié en fait avec la forme extraterrestre aussi fonctionne bien. C'est la voix de l'acteur